On croit souvent que pour innover, il suffit d'avoir de l'imagination, mais invention ne veut pas dire innovation. En clair, l'idée seule ne suffit pas, aussi bonne soit-elle. Bienvenue dans le Swiss Export Podcast. Je m'appelle Mélanie Frémont. Mon invité du jour dans cet épisode, c'est André Klopfenstein, directeur associé chez Creaolic. Le Swiss Export Podcast vous est présenté par Renaissance, Rinus Alpina SA, Schellenberg Wittmer Avocat et UBS. Bonjour André. Bonjour. Comment allez-vous ? Mais je vais bien, même très bien, je dirais. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Et j'aurais voulu savoir en quelques mots, qui êtes-vous, André Klopfenstein ? Alors, je dirais que, au sens large, je suis quelqu'un qui a deux valeurs qui me portent énormément à cœur. C'est d'améliorer constamment, au sens large, la qualité de vie de l'humain et en parallèle continuer à générer des marges. Ça, c'est peut-être une approche assez globale, mais personnellement, je crois que je suis quelqu'un qui aime les gens, qui aime le contact avec autrui, qui aime travailler en équipe. Je déteste travailler seul. J'attache aussi beaucoup d'importance à passer du temps en famille, faire la fête. Je suis un passionné de sport, de musique. C'est important tout ça. Je suis un grand fan de Creaolic et je suis aussi quelqu'un d'assez impatient. Quelqu'un un peu insatisfait chronique, je dirais. Je suis quand même assez compétiteur. Et de par ma formation, j'aime la technologie, j'aime le business, j'aime, comme je dis, utiliser les technologies de manière intelligente. Voilà, ça c'est un peu au niveau de ma personne, je dirais. Alors, du coup, le fait que vous soyez cet insatisfait constant, est-ce que ça aide pour avoir un esprit innovateur ? Mais je me suis posé cette question, d'où vient cet esprit innovateur? Puis je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quand même une partie qui vient au cours de mon adolescence, de mon enfance. J'ai grandi en plein mouvement, je dirais, militant de la question jurassienne. J'avais des parents relativement conservateurs et contents du status quo, donc je ne pouvais que me mettre en opposition. Et j'étais, dès mon adolescence, convaincu que l'avenir nous appartient, qu'il faut pas se laisser dicter le rythme par quelqu'un. Et ça, c'est peut-être un élément qui a fait naître en moi que je voulais toujours remettre en question le status quo, changer. J'ai certes aussi été influencé par des personnages, ça je pense, pour ce côté innovateur. Un des personnages qui m'a fortement influencé, c'est quand même Elmar Mock. Il était un des co-inventeurs de la Swatch, fondateur de Creaolic. Je travaillais avec lui comme ingénieur externe à l'époque et quand il m'a approché, il m'a demandé de rejoindre Creaolic, il m'a dit quelques éléments très simples. Il m'a dit, il faut savoir une chose, on a une société qui produit rien, qui représente personne, qui ne vend rien, on n'a pas vraiment d'avenir. Mais si ça t'intéresse de travailler dans l'innovation, viens chez nous. Si on arrive à vendre nos heures, tu es bien payé. Si on fait de l'interne, tu es quasi pas payé. Si tu prends des vacances, tu n'es pas payé du tout. Au moins, c'était clair. Hein. Donc, le message était clair. Et puis, comme j'étais déjà papa d'un enfant, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle à ma femme parce que prendre un risque comme ça à 30 ans. Et je dois dire, ma femme aussi a joué un rôle fondamental. Elle m'a dit, mais écoute, moi, j'ai aussi un emploi. Vas-y, si c'est ton rêve, ce côté entrepreneurial bouge. Prends ce risque, je l'ai pris. Je l'ai pris à une condition. Je l'ai pris dans le sens que j'ai dit à Elmar, j'ai dit, écoute, je viens, mais j'aimerais assez vite devenir partenaire et copropriétaire de cette société. Si je m'investis, j'aimerais qu'une partie m'appartienne. Puis je dirais qu'aujourd'hui, après 28 ans, je regrette pas mon choix et je dirais que j'ai presque réussi à faire de mon hobby, de mon métier. Et puis pour un insatisfait chronique, si ça fait 28 ans que vous êtes au même endroit, c'est que vraiment ça vous convient. Oui, ça c'est peut-être un peu paradoxal. Je suis insatisfait, mais j'aime les relations qui durent. J'aime qu'elles évoluent, j'aime qu'elles prennent des autres formes, mais je suis quelqu'un qui aime faire évoluer les relations vers le mieux, mais j'aime les relations qui durent. Je pense que c'est peut-être ce pourquoi je suis resté fidèle à Creaolic depuis de si nombreuses années. Je l'ai aussi construit. Alors, vous êtes directeur associé chez Creaolic, on l'a dit, et c'est une entreprise qui dit que c'est aujourd'hui qu'il faut penser à demain. Ça veut dire quoi ? Eh bien, écoutez, je pense que c'était notre motto au départ. Je pense que ça n'a jamais été aussi important
qu'aujourd'hui se soucier de demain. Parce que je pense quand on a du succès, on a souvent une certaine arrogance, on oublie que demain sera différent et que ce sera certainement pas la copie d'hier. Et je dirais qu'on s'est rendu compte, et c'était le but de Créaolique, de dire, mais focalisons-nous à penser au demain, à l'après-demain, parce qu'une société qui va bien, elle doit de toute façon constamment améliorer, faire mieux la qualité et tout. Je dirais que c'est 89% de ses activités. Si elle le fait pas, elle disparaît. Par contre, si elle pense pas à l'après-demain, je pense qu'elle prend un risque très grand de disparaître à moyen terme. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de monter cette société en toutes pièces et de se considérer comme des inventeurs professionnels, qu'on considère un peu comme quand même un métier bien à soi, qui est pas simplement avoir quelques idées, mais vraiment d'être capable de réfléchir à l'après-demain de manière professionnelle. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en grande partie pour des sociétés tierces, que ce soit dans le domaine de la télécom, du mobilier, du médical, du cosmétique, du luxe, et de manière sur deux axes, soit on développe des nouveaux produits, des nouveaux services, ou on accompagne aussi ces sociétés dans la mise en place d'une vraie culture d'innovation. Mais je pense qu'il est encore plus important ou plus particulier par rapport à Créaolique, c'est qu'on a toujours eu un système dual. On voulait pas devenir, en tant que Suisse, que des mercenaires au service d'autres sociétés, se battre pour elles, de créer un produit, de l'accompagner jusqu'à la mise sur le marché. Mais on a toujours passé du temps à travailler sur des projets propres. Et au cours de ces près de 35 ans d'existence, on a initié 14 spin-offs, dont certaines sont très bien en route. En d'autres termes, on voulait pas être des guides de montagne qui ne soient jamais allés sur le terrain et qui vous conseillent simplement comment est-ce qu'il faut le faire. Donc voilà. Puis on est aujourd'hui une 60aine de personnes qui vont de l'ingénieur au psychologue, aux relations internationales, spécialistes brevets, vraiment un melting pot qui nous permet de créer des équipes assez optimales pour réfléchir et penser à l'après-demain. Donc on peut dire que vous avez trouvé un bon équilibre, j'imagine, après vous avoir écouté là. On l'a dit en introduction, invention ne signifie pas innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence ? Mais écoutez, je pense que l'innovation, pour moi, c'est un terme qu'on peut donner quand on aboutit, qu'on a eu du succès. L'invention est, et je dirais que le début, que le préambule, que la première partie, et je dirais que on est rarement à court d'idées. Je crois qu'on a tous assez d'idées, assez de fantasmes et tout, même poser un brevet, obtenir un brevet, c'est tout des parties assez faciles. Avoir du succès sur le marché, je pense que ça, c'est quelque chose, et en plus avoir des marges, c'est quelque chose de relativement plus compliqué. Et là, si je puis me permettre, un des meilleurs exemples que j'ai, c'est peut-être l'exemple de Wood Welding, Bone Welding. C'est une histoire tout de même assez incroyable. C'est deux de mes plus proches partenaires, Marcel, qui est mon partenaire des premières heures, qui est ingénieur, économiste, Laurent, qui est facteur d'orgue et guide de montagne. Et ces deux personnes se sont à un moment donné posé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait assembler des éléments en bois de manière plus économique, plus rapide, autrement que de la colle, avec des vis et tout. Et une histoire assez intéressante, c'est que l'un, économiste, ingénieur horloger, voulait tout régler avec des ultrasons. L'autre savait aussi que déjà Stradivarius était capable de créer de beaux instruments avec de la colle. Et finalement, en recherchant ou essayant de résoudre ce problème, ils se sont rendus compte que de la manière dont un arbre plantait en fait ses racines dans un sol plus ou moins meuble et arrive à faire une sorte d'ancrage fractal, ils ont réussi à mettre au point une technologie avec des ultrasons qui, vous pouvez vous imaginer, vous avez un clou en plastique, vous le martelez avec un marteau qui oscille 20 000 fois à la seconde et qui fait rentrer ce clou en polymère dans les porosités du bois comme les racines d'un arbre en 1 seconde. Et derrière, vous pouvez charger, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça se sèche. Et puis,
le comble de tout ça, c'est qu'ils étaient sûrs que l'industrie du bois attendait sur eux, qu'ils allaient révolutionner toute l'industrie du bois. C'était plutôt la gueule de bois et je dirais qu'ils ont dû se rendre compte que l'industrie ne les attendait pas. C'était très conservateur, résistant au changement, peu enclin à faire de l'innovation. Mais je dirais qu'ils n'ont pas abandonné. Ils se sont dit, on travaille sur des matériaux poreux. Peut-être qu'il y a d'autres approches. Ils ont essayé un tas de matériaux poreux, du béton et notamment l'os de l'être humain. Et ils ont fait des premiers essais avec de l'os. Pas dans impressionnant ça quand même. Oui. Pas de l'être humain tout de suite. Donc, ils sont allés chercher des os à la boucherie. Ils ont fait oui. C'était assez pathétique. Et le comble de tout ça, c'est qu'en 2005, le succès est venu par le médical. Une entreprise dans le domaine crâno-facial qui opérait des enfants qui avaient des fontanelles soudées où il fallait trépaner tout le crâne, réassembler ça comme du Fisher-Price. Ils travaillaient avec des matériaux semblables à du plastique. Le corps est capable de résorber des petits clous de 6 longs, de 1,5 d'épais avec la même technologie. Ils ont réussi à faire cette opération en 2 fois moins de temps et quitte de réouvrir une seconde fois avec ce qui est le cas avec des plaques en titane, des vis et tout. Et ça a été le breakthrough. Et ça, c'était en 2005. Et encore un autre comble, c'est que les gens qu'ils avaient été voir avec leur technologie des grands géants du meuble, à la couleur jaune et au fond bleu, sont revenus. Pour ne pas les citer. Au milieu des années, vers les années 15. Et aujourd'hui, une grande partie des meubles, suite à certains constats assez pathétiques avec leur démocratique design du taux de divorce que générait le montage de leurs meubles, on utilise ces technologies pour assembler leurs meubles et ont des lignes de production dans le monde entier avec cette technologie. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là, c'est que l'idée au départ, être capable de pivoter, aller ailleurs, revenir, avoir la patience. Et ça, je pense, est-ce que c'est suisse? Est-ce que les Américains sont peut-être plus directs et disent, voilà, on y va, ça passe ou ça casse. Mm-hmm. Nous, on a fait plutôt une expérience de persévérance, de résilience, de jamais abandonner. Quand un spécialiste vous dit ça marche pas, c'était le cas des chirurgiens, on dit ça va jamais marcher, il y aura de la nécrose et tout, surtout pas abandonner et continuer à chercher des voies. Et puis ça, je pense, c'est très important pour apporter du succès. Et je dirais que là, on peut maintenant parler d'une réelle innovation parce que c'est utilisé dans un tas de domaines, cette technologie. Ouais, tout à fait. Et puis visiblement, le succès n'arrive pas nécessairement de là où on l'imagine. Donc, il faut vraiment avoir cette ténacité pour parvenir au point final, si je puis dire. Alors justement, là, on a quand même évoqué des exemples concrets, mais si on parle du processus, des étapes du processus qui mènent à l'innovation, vous avez des exemples ? Alors, je dirais que l'exemple, le processus comme nous on l'a défini, alors c'est un exemple, c'est la manière dont comme nous on l'a défini. Nous, on a essayé de décrire le processus d'innovation en associant nos états mentaux à 3 états mentaux comparables à l'état d'une molécule d'eau, gaz, liquide et solide. On a donc associé l'état gazeux à l'état de l'enfance, l'état du rêve, dans lequel on imagine, on est sans limite, on a l'impression qu'on peut toucher un nuage quand il se projette sur le sol avec son ombre. Et on a associé l'état solide, l'état cristallin, l'âge mûr, où on a du succès, où on crée des marges, où on est systématique, où on est productif et tout. Et entre les deux, il y a l'état liquide. La grande question, est-ce que vous atteignez cet état par condensation ou par fusion, une ancienne idée qu'on fait fondre, qu'on améliore et qu'on resolidifie pour avoir du succès, ou est-ce qu'elle vient vraiment d'une imagination, d'un élément farfelu ou d'un rêve que l'on laisse condenser. Et on s'est rendu compte que dans cette approche peut-être plutôt métaphorique et philosophique, le plus difficile, c'est de faire travailler des gens qui ont plutôt un état mental solide avec des gazeux et vice-versa. L'un a l'impression de donner des perles au cochon. J'imagine. L'autre a l'impression que si le gazeux pouvait une fois terminer quelque chose avant de penser quelque
chose, on aurait un peu plus de succès sur le marché. Et je crois que de ce doux mélange entre le spécialiste, le généraliste et tout, c'est tout un art. Mais je dirais qu'à la fin, ce qui compte, même avec ce modèle philosophique, c'est le nombre d'éléments avec lesquels on a du succès sur le marché. Et puis ça, c'est la manière, je dirais, un peu philosophique, comme on a décrit, nous, le processus de l'innovation. Et nous, on s'est délibérément positionné sur le liquide et le solide et le gaz. Et les personnages avec qui on travaille sont davantage dans le solide et le liquide. Et il y a un grand respect. Je dirais, il doit y avoir un respect réciproque de ces deux mondes, sinon ça va pas fonctionner. Ouais. En tout cas, visiblement, vous avez trouvé la bonne formule, chimique ou pas, mais ça a l'air de fonctionner pour créer Aeolic. Hein. On était des ingénieurs à la base, donc on a pris un modèle qu'on arrivait à comprendre. Je pense qu'il y en a. Alors, on y a aussi plus ou moins touché, mais quelles sont les valeurs importantes pour l'innovation selon vous? Alors, écoutez, les valeurs. On a un tableau de valeurs chez Aeolic, l'entrepreneuriat, le respect, l'authenticité. J'ai beaucoup d'entreprises ont un tableau de valeurs. Ça, je pense qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas une entreprise qui l'a pas. Peut-être j'aimerais davantage parler peut-être de l'alignement des valeurs ou l'alignement des attentes. Et là, j'ai un autre exemple, j'ai une autre spin-off. Je parle plutôt de nos spin-offs parce que c'est un peu plus facile de parler de l'histoire qui est derrière que des projets clients, qui est Smixin, qui est ce fameux système de lavage de main avec un demi-verre d'eau, 90%, donc 90% moins d'eau, moins de savon et tout, puis qui a une hygiène parfaite, qui actuellement va plutôt bien grâce à ce qu'on vit. Hein. Donc, c'est un système qu'on a développé. C'est de l'époque, on va dire. Ouais. C'est de l'époque, mais on a eu les premières idées il y a 10 ans quand on a voulu redonner, c'était vraiment un rêve de redonner une vraie valeur au lavage de main parce que c'est un rituel qu'on a perdu dû à la chimie et aux antibiotiques et qui revient actuellement comme une des valeurs fondamentales. Et là, je dirais, j'ai vécu une expérience assez particulière des attentes ou des valeurs par rapport aux différentes étapes qu'on a passées. L'une, c'était de dire, est-ce qu'il y a un alignement des valeurs, par exemple, au niveau des investisseurs qui rentrent dans une société comme ça? Et là, je dois dire non, on l'a pas toujours eu. Vous êtes en phase de création, vous avez un premier projet, des brevets, vous devez chercher des investisseurs, vous trouvez des fondateurs qui croient en votre idée, qui ont peut-être partagé un certain idéal avec vous, ça fonctionne très très bien. Ensuite, il y a une deuxième étape où vous avez besoin de plus de capital, vous allez plus large, vous commencez de mélanger vos investisseurs, qui peut aller peut-être d'angel à type un peu VC et tout. Et là, je dirais que on n'a pas fait assez attention qu'il y ait un vrai alignement entre les attentes de certains investisseurs et, par exemple, les fondateurs au niveau de la patience, du retour sur investissement. Ouais, ce qui n'est pas toujours la même chose. Hein. Mm-hmm. Donc ça, je pense, c'est quelque chose à laquelle il faut veiller, parce que ça peut produire certains frottements. Les autres attentes et valeurs, c'est au niveau des collaborateurs. Alors, il y a des inventeurs, des fondateurs qui rentrent, qui veulent prendre la société, qui veulent devenir CEO, qui l'ont fait avec cœur, âme, qui ont même mis en jeu leur santé, on peut dire, jusqu'à un certain point et tout. Et peut-être pas conscient que ça pouvait évoluer très vite et qu'on n'était peut-être pas assez transparent en leur disant, ben voilà, ça peut changer très vite, tu es peut-être la bonne personne maintenant, mais ça peut évoluer à une telle attache émotionnelle que là, il peut y avoir des attentes ou des valeurs qui peuvent être bafouées. À l'inverse, on a à un moment donné mis un CEO qui venait d'un grand groupe, qui avait beaucoup d'expérience du corporate, qui avait peut-être des valeurs de corporate qui jouaient, mais qui ne fonctionnaient pas forcément au niveau d'une petite structure qui doit commencer, prendre des parts de marché, qui est encore nobody et tout, qui avait l'impression qu'avec beaucoup de moyens, on arriverait très très vite. Donc, c'est plutôt ça que je pense qui est important dans l'innovation, c'est d'être assez transparent, être assez clair, et parfois aussi assez trash,
je dis, si j'engage quelqu'un dans un start-up, il faut lui dire, mais écoute, tu sauras que tu viens, je sais que tu es un lion, mais il y a deux différences, soit tu es un lion dans un zoo, tu as tous les jours à manger, ou tu es un lion dans la savane, tu dois chasser tous les jours. Donc, c'est assez différent, oui. C'est assez différent. Et je pense que là, c'est bien d'aligner ces valeurs dès le début et de les faire suivre et je pense que ça peut simplifier beaucoup de choses. Ouais. Alors, il y a un autre point dont on parle extrêmement souvent dans le domaine de l'innovation et surtout dans le domaine de l'entreprise. On entend constamment qu'il faut se réinventer. Comment est-ce qu'on développe une telle culture dans une entreprise? Écoutez, on a mis en place une certaine culture au sein de Clearonic. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est l'unique? Apparemment, pour une société qui n'avait pas d'avenir, qui existe depuis 35 ans, on n'a pas tout fait faux. Visiblement, ça a fonctionné. Mais on a effectivement une des règles qu'on a mis en place. On a horreur des heures générales, des heures qu'on ne sait pas où mettre. Voilà, j'ai pas tout de suite assez de travail, donc voilà, je les mets où? Je les badigeonne sur certains projets et tout. Donc, on a mis en place une règle des 100 heures chez nous depuis des années, qui sont à disposition pour chaque collaborateur s'il a des ressources, ou même s'il est relativement occupé, il peut se prendre la liberté, il peut mutualiser ça avec un collègue et donner libre cours à une idée, un concept et tout, pour présenter quelque chose et d'une certaine manière obtenir un certain crédit pour le pousser à un bout qui peut atteindre jusqu'à une start-up. Et ça, c'est par exemple une règle qu'on a mis en place. Tout le monde ne l'utilise pas parce que c'est pas évident quand on vous dit vous êtes libre, vous avez le droit de faire. Donc, vous faites ce que vous voulez, vous faites vos responsabilités, mais de présenter quelque chose pour obtenir ensuite peut-être un premier crédit ou une première enveloppe pour aller plus loin, il faut quand même se pencher hors de la fenêtre, réfléchir autant au niveau économique que besoin, que idées et tout. Et ça, c'est une des règles que nous, on a mis en place. On s'est dit, comme ça, au moins, on diminue les heures générales et on donne à ces heures une possibilité de devenir quelque chose. Une deuxième chose qu'on a mis en place, on a, par exemple, au niveau de la culture, une transparence totale des salaires et des activités. Alors, chacun chez le salaire, le bonus de chacun, ça c'est une chose qui est en place. Mais aujourd'hui, vous trouverez un grand applaudissement pour la transparence des salaires. Il y a une pression montre, oui, ça c'est bien. Mais on a dit, mais il y a aussi transparence des activités. Donc, on ne veut pas que le salaire. Si quelqu'un s'engage sur certains engagements, on a aussi le droit de voir à la fin du mois ce qu'il a fait, combien il a facturé, combien il a investi dans tel projet et tout. Et je dirais que ce genre de transparence demande une grande maturité. Parce que c'est pas souvent le salaire absolu, mais quelqu'un qui a un problème de jalousie, je pense, sera très mal dans une société comme ça. Ouais. Parce que c'est pas parce que le collègue gagne 1000 francs de plus ou 2000 francs de moins, c'est souvent ça le problème. Pourquoi lui plus, pourquoi moi moins? Et on a, par exemple, l'année passée, remis l'ouvrage sur le métier, retravaillé ce modèle. Ça a donné certaines larmes à certains endroits, mais on a été consistant et cette transparence, on l'a vu depuis des années, avec vraiment une culture aussi de retour, de transparence, très, très direct. Ouais. Un autre point, c'est comme vous le disiez, qui est très important, c'est justement aussi le rôle de l'équipe, des collaborateurs. Ils sont pas juste là en tant que spectateurs. Mais écoutez, je pense que les collaborateurs, c'est la clé de voûte. Je pense que, comme j'ai dit, ce que je disais avant, par rapport à ces valeurs, il faut y adhérer. Si vous pouvez pas faire avec, vous allez quitter. Ensuite, les projets sont fondamentaux. S'il y a des projets excitants et tout, vous avez un appel et on a, je dois dire, même qu'on est à Vienne, je dis des fois Liverpool de la Suisse, la ville la plus maniaco-dépressive de Suisse, une ville de... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Une ville de production, une ville de... Pas mal, ça plonge. Par contre, il émerge pas mal de choses, mais on a des personnes qui viennent de Genève, de Lausanne, de Bâle, de Zurich, qui viennent tous les jours, moins maintenant avec le home office. Mais je pense c'est la clé de voûte. Et je dirais, si je reprends cette métaphore du gaz, du liquide et du solide,
je crois, l'art de monter une équipe et aussi de monter un projet, c'est d'avoir des généralistes, surtout au début d'un projet, d'avoir laissé place à beaucoup de généralistes, de gens qui rêvent, qui ont peut-être une solution avec chaque problème, et pas trop de solides. On en a aussi certains qui sont un peu plus solides, et c'est des gens qui ont souvent un problème avec chaque solution. Donc, d'avoir beaucoup de gaz, peu de solides au début d'un problème dans une équipe. Ensuite, au cours du projet, de peut-être un peu sortir le gaz, augmenter le solide en cours, mais j'ai dit augmenter et diminuer, je dis pas les enlever, parce que souvent la mémoire du projet, on a besoin de la garder, mais de faire monter en puissance les gens qui sont peut-être un peu plus du solide et de garder les autres pour avoir la mémoire. Et finalement aussi d'avoir un bon pacemaker dans l'équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est motivé, quelqu'un qui donne quand même des délais, parce que l'innovation, c'est pas juste peace and love. Je pense qu'il faut dire, voilà, si tu t'engages, tu m'as présenté avec tes senteurs, on se voit dans 3 mois, tu as l'occasion de faire, mais on veut un délivrable, tu n'as pas d'excuse pour ne pas avoir du succès, on te donne le temps. Donc d'avoir aussi un bon pacemaker, je dirais un entrepreneur dans l'équipe, autant financier, délai, mais inspirant. Et si vous arrivez à monter une équipe comme ça sur des projets, et au sens large dans le cadre d'une entreprise, je pense que vous arrivez à développer quelque chose d'assez solide. Finalement, c'est un savant mélange à trouver, hein, André Klopfenstein, ce processus d'innovation avec les collaborateurs, avec les différents intervenants. Mais je pense que c'est un métier difficile. Moi, je pense que on parle souvent un peu, je dis des fois, je parle du romantisme de l'innovation. On le présente souvent un peu comme aussi le marché, un peu comme un romantisme. Est-ce qu'il y a un mythe justement de l'innovation? Mais je pense, effectivement, je pense, beaucoup de jeunes sortent, disent, ah ben je vais aller dans l'innovation, je vais fonder ma start-up. Je trouve excellent, il faut le faire, c'est le moment où il faut le faire. Je vois aussi beaucoup de gens qui ont 50, 55 ans, qui ont fait une carrière dans un grand corporate, qui, du point de vue peut-être financier, ont fait une sortie, sont plus ou moins safe, se disent, ben, c'est le moment de se lancer dans l'innovation, de rentrer dans une start-up et tout. Et je crois que là, c'est un métier qui n'est pas si simple. Je reviens à l'image du zoo, du lion en cage, ou du lion au zoo, ou du lion dans la savane. Je pense que c'est plus compliqué qu'on ne le pense, et c'est plus douloureux. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de transpiration, beaucoup de sueur. Et moi, je dirais, c'est davantage à comparer comme un Tour de France. J'entends, il y a le prologue, ça c'est sympa, il y a le contre-la-montre, le premier par équipe, ça va et aussi. Et il faut tenir sur la durée, c'est ça en fait. Et puis le premier col, quand vous avez levé la première levée de fond, vous faites un passage de col, vous avez la descente, il y a un peu de cache, vous pouvez y aller, il vient le plat, mais il vient le col suivant. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut. C'est un beau métier, mais c'est peut-être un peu comme du sport d'élite. C'est tous les jours, il faut mettre l'ouvrage sur le métier, et je pense qu'il faut être fait pour, et il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Il faut aussi tolérer l'échec. Oui, nous, on a une culture de l'échec assez forte au sein de Créalib. On peut avoir de l'échec. C'est pas avec ces senteurs qu'on doit avoir du succès. On peut avoir de l'échec et on doit avoir de l'échec. C'est pas possible. Je dirais qu'on est peut-être juste un peu, je dirais plus trefsicheur, un petit peu plus. On peut augmenter la probabilité de succès, mais on n'a pas la garantie du succès. Ouais. Alors, une question plus générale maintenant. Où, selon vous, se situe la Suisse en comparaison internationale en termes d'innovation avec les autres pays? Bien, écoutez, la Suisse, premièrement, je pense qu'elle a toutes les prédispositions pour réussir. Donc, toutes les études montrent, on est au niveau des brevets, on est 1, 2, 3, toujours. Ce qu'on oublie souvent, c'est que un étudiant sur 2, je crois que c'était M. Bifer qui avait une fois relevé cette statistique en Suisse, oublie peut-être que s'il va à l'université, il a la chance de côtoyer une université qui est dans le top 100 ou top 200 mondial. Donc, tout à fait, alors, aux États-Unis, je pense, pour être dans les top 100, 200, ben, il faut allonger autrement. Donc, au niveau des prédispositions, on a tout pour réussir.
La question que je me demande des fois, est-ce qu'on a assez faim? Et ça, je le dis aussi à mes enfants des fois. Je dis, est-ce que vous êtes des lions dans un zoo ou est-ce que vous êtes des lions dans la savane? J'entends, tant mieux, tant mieux. On a une génération d'enfants, en tout cas pour nous, qui ont eu des problèmes et puis tant mieux pour eux. Et moi, je pense que la Suisse a des super prédispositions. Par contre, je crois que l'avenir de la Suisse passera encore davantage par un mélange culturel, par un apport de générations qui ont peut-être un peu plus faim, par l'immigration, un peu ce qui s'est passé en Californie. J'entends. Avec la Silicon Valley. Avec la Silicon Valley, il n'y a pas beaucoup d'Américains purs et durs, qui y a maintenant peut-être un peu plus, mais à l'époque, c'était une terre d'immigration. Et la Suisse, je pense, a tout pour réussir. Mais peut-être que dans la transformation finale, et à l'inverse, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les PME. On est peut-être moins un peu chaud, des unicornes et comme ça, beaucoup se passe peut-être de manière discrète. C'est peut-être aussi très suisse, ce côté un peu hidden champion. Et puis on est présent, on exporte, on dit pas trop. On est peut-être un peu moins showbiz. Mais je pense que la Suisse est une terre extraordinaire. Une terre fertile. Si on réussit pas, c'est un scandale. Disons que c'est surtout une histoire de culture et d'état d'esprit, c'est ce que vous dites. Oui. Encore une dernière question, ça sera l'ultime. Peut-être si je peux juste revenir à cette ténacité, peut-être qui nous a aussi un peu caractérisé par rapport à peut-être davantage, je prends le modèle américain avec les VC et tout, on rentre, on en prend 10, il y en a 9 qui meurent, on passe à autre chose. Nous, on a un taux de mortalité assez faible dans les expériences qu'on a fait. Alors, moi, je considère ça comme une qualité. Certains diront peut-être, non, il aurait peut-être fallu tuer ou avorter plus tôt, et puis se concentrer sur une ou deux. Mais ça, j'y suis fidèle, puis je pense que c'est une de nos qualités. Une de nos belles qualités. Alors, est-ce qu'il existe une recette pour réussir à mettre une idée sur le marché? Ça, c'est toujours un peu la question ultime. Si on avait la baguette magique, sans doute que tout le monde l'utiliserait. Votre recette à vous? Non, mais écoutez, j'ai passé à travers différents éléments. Je pense que ça peut être plutôt certaines idées ou certaines pensées qu'il faut peut-être se mettre à l'esprit plutôt qu'une recette. C'est de dire, eh bien, si j'investis dans l'avenir, c'est un investissement, où il faut se dire sans garantie de succès. Mais si j'investis pas, c'est une morsure. Donc, ça, je pense, c'est un des premiers fondamentaux. Je pense une autre chose à retenir, c'est que l'innovation n'est pas un processus linéaire. On aimerait bien le mettre en boîte, ABC, avec des toll gates et tout. Je pense qu'il faut être capable de pivoter, de changer de cap, de revenir, de pas se décourager, de pouvoir encaisser du négatif. Ensuite, l'innovation qui a du succès, je pense que c'est une innovation qui, dès le début, a toujours su tenir en équilibre la partie technique, la partie commerciale, la partie désirabilité. Donc, je pense que l'ingénieur a peut-être ce côté un peu trop, il est vite amoureux de son idée, le marketeur est convaincu qu'il a les clés en main, et je pense que là aussi, ça se joue dans l'équilibre de l'équipe. Je dis jamais laisser quelqu'un seul, mais vraiment créer une équipe qui se contre, qui s'aide. Mais pour finir, je dis, c'est nouveau, c'est l'équipe qui fera la différence. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui ont échoué, pas parce qu'il n'y avait pas de marché, mais parce qu'on a abandonné, parce qu'on n'a pas su saisir à un moment donné une opportunité, puis dire, mais écoute, on y va, coûte que coûte. Et là, je dirais, ayez le courage de mettre beaucoup de gaz au début, pas trop de solide, et un bon pacemaker, montez-les en puissance, parce que je dis des fois que entre un singe et un homme, il y a moins d'1% dans l'ADN, entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, qui sont spécialistes ou qui sont plutôt des généralistes. On a l'impression qu'il y a des mondes. Donc, soyons peut-être assez humbles pour accepter que le solide accepte le gazeux et vice versa. Et pour terminer, je dirais, c'est ce que je me dis aussi souvent, c'est que si chacun se lever le matin en se disant que demain sera différent, ce sera pas la copie d'hier,
Et puis qu'en plus, si je peux contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à rendre la qualité de vie un peu meilleure, ben, je pense que ce serait quelque chose de déjà énorme. Ah ouais, c'est un beau message pour terminer. Je pense que on peut le dire. Donc ténacité, flexibilité, courage, ne pas avoir peur de demain. En quelques mots, je pense qu'on peut résumer cette recette comme ça. André Klopfenstein, on l'a dit, vous êtes le directeur associé chez Créaolique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger sur ces thématiques d'innovation. Et puis, bien, pour vous qui nous écoutez aujourd'hui dans ce Suisse Export Podcast, merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.